Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Comme promis, aujourd'hui nous sommes en direct des États-Unis d'Amérique. Plus précisément, nous sommes chez les Américains dans la ville de Floride. Nous sommes avec l'apôtre Vaillant Kaninda des États-Unis d'Amérique. Nous sommes en direct avec lui. Bonjour, apôtre Vaillant. Bonjour et bonsoir, mon pasteur Bobo. Et bonjour à tout le monde. On vous suit partout à travers le monde. Si on vous demandait de vous présenter vous-même, comment allez-vous le faire? Ok, merci. Je m'appelle Valentin Vaillant Kaninda Chibula, c'est mon nom. Et je suis marié et puis père de 3 enfants. Je suis responsable de l'église El Shama. Et puis, je suis aussi un humaniste. Ça veut dire que je travaille avec beaucoup des ONG à caractère humanitaire et social et du développement aussi. Et je suis un chercheur, ça veut dire que je fais des recherches dans plusieurs domaines et ce qui m'amène à être écrivain. Raison pour laquelle je peux dire que je suis chercheur. Et en plus de ça, je suis congolais de la RDC, de la République démocratique du Congo. Et donc, comme tous les Congolais, je suis animé de bons soucis de mon pays et à part tout ce que nous faisons dans le monde comme missionnaires, mais nous pensons toujours à notre pays parce que sans le pays, vous n'avez pas d'identité. Voilà, en bref, pasteur Bobo, ce qui me concerne, afin que tous les téléspectateurs qui suivent le micro du pasteur Bobo puissent connaître à qui ils ont affaire. Merci. Vous avez plusieurs casquettes, nous commençons directement. Vous êtes aussi vice-président du parti Dynamique des chrétiens pour un Congo nouveau, c'est exact? Oui, je suis membre du parti chrétien DCCN, Dynamique des chrétiens pour un Congo nouveau, et je suis en même temps vice-président. Et ce parti est connu à Kinshasa, et donc par le gouvernement de Kinshasa, et légalement reconnu. Et puis nous pensons que c'est des valeurs bibliques et des valeurs chrétiennes qui peuvent améliorer ou apporter une contribution suffisante pour le développement du Congo, parce que sans Dieu, on ne peut rien faire. Voilà, donc je suis membre et puis vice-président de ce parti-là qui existe, qui est reconnu par l'État. C'est pourquoi je n'ai pas... j'ai beaucoup de casquettes. Je suis en même temps gospel singer, donc musicien chrétien. Je n'ai pas voulu donner beaucoup de présentations pour ne pas exagérer. On va toucher par-ci par-là, mais nous commençons par la politique. Donc, votre parti est au Congo, mais vous-même, vous résidez aux États-Unis d'Amérique. Comment ça va se passer? Est-ce que votre parti est national? Parce que bien que vous êtes reconnu au Congo, avant que votre parti puisse être reconnu, il y a des conditions, il faut que ça soit un parti national. Expliquez un peu, vous résidez aux États-Unis, mais vous avez un parti au Congo, ça se passe comment? Ok, merci. Je pense bien que je dis que c'est un parti politique reconnu par l'État congolais. Donc, son champ du travail, son premier champ du travail, c'est au Congo. Et il y a le président national, Donald Kabamba, qui est aussi là. Et comme nous avons dit, que nous pensons que des valeurs bibliques peuvent améliorer notre classe politique ou bien la situation que tout le peuple attend. Donc, c'est reconnu par l'État, mais cela n'empêche pas que nous ayons de représentation à travers le monde. Les comités fédéraux, partout. Nous sommes aussi dans plusieurs pays. Et moi, je m'occupe de ce qui est aux États-Unis par rapport à mes tâches pour la visibilité, mais par rapport
à la direction nationale du parti, je suis le vice-président. Donc je viens après le président. Donc nous travaillons ensemble. Et on a des informations de part et d'autre parce que nous pensons que ce parti peut travailler aussi avec d'autres partis dans le monde qui prônent le social, qui visent la vraie démocratie, donc la social-démocratie. Donc voilà pourquoi nous travaillons ensemble. Je pense que dans peu de temps, quelques membres de notre parti vont venir ici pour des conférences parce que nous pensons que seul on ne peut pas, mais la démocratie n'est pas nationale, elle est universelle. Elle contient les principes universels de la démocratie et on a tout intérêt à faire des échanges avec les autres qui sont aussi, qui ont déjà fait longtemps en démocratie afin de pouvoir installer une vraie démocratie et parce que c'est cela la cause de notre souffrance au Congo, parce que la démocratie est mal comprise, la politique est mal définie. Merci beaucoup. Donc, le Congo, les valeurs bibliques, on peut arriver, pasteur. Oui, le Congo a plus de 400 partis politiques. Vous venez d'en ajouter. Quelle est la vision politique de votre parti? Qu'est-ce qui va faire la différence? Quelle est la différence entre vous et les autres? Pourquoi ne pas adhérer les autres partis qui existent déjà? Tout le monde veut créer un parti politique. Oui, effectivement. Vous savez que pour des motifs différents, les gens ont créé des partis politiques, ceux de la majorité. Je crois que vous êtes sans ignorer qu'en 2006 ou 2011, on avait multiplié beaucoup de partis politiques pour des raisons électorales. Ça veut dire que pour créer une grande coalition, c'est pourquoi il y a la multiplicité de plusieurs centaines de partis politiques. Mais comme nous sommes dans un système de multipartisme, personne ne peut empêcher l'autre parce que la loi ne limite pas le nombre de partis. Je suis ici aux États-Unis, j'ai appris qu'en Haïti, il y a plus de 200 ou 300 partis politiques en Haïti, ici. Donc ça veut dire que comme la Constitution, la loi mère n'a pas limité le nombre de partis, donc cela fait que chacun peut créer. Mais quant à nous, là je réponds à votre question, quant à nous, nous pensons que beaucoup de partis politiques qui existent ont placé Dieu en dehors de leur action. Ça veut dire, on pense à ce qui est intellectuel et à d'autres domaines, mais Dieu est en dehors du jeu politique. Et pourtant, nous pensons que c'est Dieu qui a créé, qui a fait la politique au Jardin d'Éden. Nous pensons en même temps que la première constitution, la première loi des lois qui a engendré toutes ces constitutions qui existent dans le monde vient du Jardin d'Éden lorsque Dieu a dit à Adam, ne touche pas cet arbre. Ici, vous pouvez manger tout, cultiver la terre, entretenir la terre, mais ne faites pas ça. C'est la première loi. Là, aucun pays n'existait, aucun autre homme n'existait, aucune nation n'existait. Donc, c'est-à-dire la loi, l'idée de faire la loi ou la constitution, on l'a pris dans la Bible, à partir du Jardin d'Éden. La deuxième et grande constitution, vous vous souviendrez que ça vient de Mont Sinaï, le 10 commandements. Et les 10 commandements, vérifiez toutes les constitutions, que ce soit les socialistes ou les capitalistes ou qui, ils vont vous dire qu'il ne faut pas toucher la femme d'autrui, il ne faut pas voler les biens d'autrui. Donc on répète les 10 commandements quand bien même on ne veut pas louer Dieu. Et on s'est dit très bien que toute autorité vient de Dieu. Là, tout le monde le dit pour apprendre le peuple à respecter l'autorité. Mais eux-mêmes ne respectent pas ce Dieu-là. Voilà pourquoi notre vision est de ramener les hommes à comprendre que la politique n'appartient pas au diable. La politique, ce n'est pas de la démagogie. La politique n'est pas l'art de mentir. Donc nous sommes là pour apprendre au peuple et aux dirigeants que la politique, c'est l'art de gérer une cité. Quand Dieu a dit à Adam, allez gérer la cité et entretenir la cité. Donc, il n'y a pas de diable dedans, pasteur Bobo. Mais pourquoi aujourd'hui les hommes, quand nous apprenons scientifiquement, dans la science politique ou relations internationales, aucun professeur n'a jamais dit que la politique c'est l'art de mentir ou la démagogie.
La preuve en est que dans les pays plus développés ou plus stables démocratiquement, il y a une rigueur chez les dirigeants ou ceux qui gèrent, qui font la gestion de la chose publique. Dès que vous volez, on vous met dehors. Merci Dès beaucoup. Que vous avez menti, on vous met dehors. Mais chez nous, on a mal appliqué la politique. Voilà pourquoi nous pensons que les chrétiens doivent se lever pour prendre les choses en main et ne pas s'attarder dans les enseignements qui nous ont dit, je peux dire les enseignements de l'époque coloniale où un chrétien ne peut pas faire la politique, un homme de Dieu ne peut pas faire la politique. Oui, tout le monde ne peut pas faire la politique, mais celui qui sent qu'il a un fardeau, il a un petit bagage intellectuel pouvant lui permettre de gérer la chose publique, il peut le faire, voilà. Kabila consulte au niveau du pays, il a dit pour parler pour un dialogue. Votre position par rapport au dialogue national qui est beaucoup pour aujourd'hui, pour vous, c'est quoi la solution? On vous suit. Je pense, par rapport à moi, je ne parle pas à la place du parti parce que le parti siège encore. Quelle est la position de votre parti? Le bureau national est en train de siéger depuis la semaine passée pour donner la position. Mais moi, je donne donc, pendant que Kabila mon avis en tant qu'un individu, en tant qu'un acteur politique. Personnellement, je peux dire ceci, pasteur, que je pense que le dialogue doit être permanent. Mais dans la situation de notre pays, je suis d'accord avec ceux qui pensent que ça doit passer par la communauté internationale qui doit offrir ses bons offices. D'ailleurs, ils l'ont manifesté. Ils veulent offrir les bons offices aux acteurs politiques et aux gouvernants comme à l'opposition, à la société civile pour un dialogue inclusif. Donc je suis d'accord avec ça. Et en plus, je pense que le vrai dialogue en ce moment doit être au niveau des élections. Ça veut dire qu'on doit montrer la volonté politique d'abord. La volonté politique, ça veut dire que mettre au clair le fichier électoral, parce que ce fichier a causé du problème. En 2006, il y a eu mort d'hommes à cause de ceux qui voulaient voir le fichier électoral. En 2011, il y a eu des réclamations pour qu'on visite, puisqu'on puisse auditer le fichier électoral. Alors on doit manifester cette volonté. Là, ça n'attend pas le dialogue. On doit voir la CENI clairement montrer que voilà le fichier électoral. Et d'ailleurs, dans la loi électorale, il est prévu qu'on mette ça même sur Internet pour que tout Congolais puisse vérifier tous les préalables présentés par les acteurs politiques. Je suis d'accord avec ça parce que si on n'a pas mis la rigueur sur le fichier électoral, ça va être bâclé, ça va être peut-être, la fois passée on a appelé génocide électoral, ça va être cette fois peut-être, pas même un chaos électoral, mais ça va être un crime électoral encore. Or, nous ne voulons pas ça, nous voulons que ceux qui ont gouverné cessent le pouvoir, donc quittent le pouvoir légalement dans la paix, et que ceux qui vont prendre le pouvoir le prennent dans la paix, que le peuple respire. Voilà un peu, là c'est ma position personnelle qui ne dépend pas du parti parce que le parti est en train de siéger pour donner... Merci beaucoup monsieur Kaneda, mais votre position c'est un peu dictatorial parce que c'est pas à vous de dire que les autres partent et que vous ou l'opposition prend le pouvoir, c'est les peuples qui donnent le pouvoir. Est-ce que seriez-vous candidat aux élections qui arrivent et à quel niveau? Ok, je peux dire ceci. Donc, je n'ai pas dit comme un dictateur, j'ai dit qu'il faut que ceux qui gouvernent terminent bien légalement. Légalement, ça veut dire qu'ils arrivent au bout de leur mandat, selon la Constitution, aussi et que ceux qui prennent le pouvoir prennent aussi, mais dans la logique. C'est pour cela que nous souhaitons des élections qui constituent la voie obligée pour la sortie de la crise. Et je demande la volonté politique des gouvernants et de la CENI et par le moyen de bons offices offerts par la communauté internationale, la MONUSCO, bien sûr, pour que nous puissions bien aller. Par rapport à moi, je pense que je ne suis pas pressé de me déclarer parce que, premièrement, j'étais candidat député national en 2006
Et j'avais regretté ces élections-là parce que ça avait engagé les moyens, le temps, l'énergie et l'intelligence, mais on avait regretté les conditions dans lesquelles ces élections s'étaient passées. Vous avez joué. En 2011, je peux dire que je n'ai pas voulu postuler comme candidat député, mais je suis suppléant du premier député qui a été bien voté au Congo, l'honorable Basile Olongo. C'est lui le député, moi je suis son suppléant. Mais si j'avais postulé comme candidat, j'allais réussir parce qu'il a eu beaucoup de voix. Et après lui, c'est l'honorable Kovo Ingila qui a pris. Mais si j'étais candidat, parce qu'on était sur la même liste, j'allais être d'office donc député, mais je n'avais pas voulu être dans le système parce que maintenant on regrette ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voilà. Mais par rapport aux nouvelles élections, selon votre question, je ne veux pas être ni candidat à la députation nationale provinciale, mais le Congo tel qu'il est là, quand je vois beaucoup de promesses, mérite qu'un homme rempli du Saint-Esprit prenne le pouvoir, parce qu'il y a deux enjeux importants que nous devons savoir ou retenir, nous les Congolais. Et donc, il y a l'enjeu politique et économique par rapport au monde qui espère que le Congo, c'est la réserve stratégique. Effectivement, nous avons beaucoup de ressources naturelles dont le monde a besoin. Et de deux, il y a l'enjeu spirituel ou évangélique. Le Congo est aussi capitale mondiale d'évangélisation qui va préparer le retour de Christ. Est-ce que si nous laissons quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a aucune pensée sur cette pensée prophétique de Dieu au Congo, est-ce qu'il va accomplir cette mission divine au Congo? La réponse est aux Congolais. Mais je pense que si quelqu'un est fort politiquement et il a une bonne politique dans le domaine de relations internationales pour bien appliquer la diplomatie, coopérer avec les partenaires extérieurs, et en plus, il a aussi une bonne politique spirituelle et évangélique. Le monde entier attend le Congo évangéliquement pour que nous puissions évangéliser. Oui. Mais au stade actuel, l'Église est bloquée. Au stade actuel, le monde spirituel se plonge seulement dans la prière parce que la crise amène tout le monde dans les prières et les jeunes, mais on ne sait pas voir loin. Donc voilà pourquoi. Merci beaucoup, monsieur candidat. S'il y aura des élections claires, les élections claires, transparente, au bon sens, là nous allons postuler à la présidentielle de 2016. Merci beaucoup. Là, vous visez directement la magistrature suprême du pays, mais on vous suit, les gens... Pour les vraies élections. Oui, mais pour les vraies élections. Mais les autres diront, les gens diront, est-ce que monsieur, votre candidat est sérieux? Vous avez échoué 2006 comme candidat député, vous avez échoué 2011, et directement, vous voulez... vos ambitions, c'est pas largement au-delà de vos capacités, vous visez directement la magistrature suprême. Ok, merci beaucoup pour la question pertinente et piégée en même temps. En 2006, je n'ai pas échoué, j'étais dans la circonscription de Funa, ça veut dire les communes telles que Bandal, Ngirigiri, tout ça, c'est mon fief. J'ai été voté, mais vous connaissez ce qui s'est passé là-bas. On n'a pas le temps de revenir là-bas. Maintenant, en 2011, je n'ai pas échoué parce que j'ai battu la campagne à côté de mon député. On est sorti premier. Je dis bien que moi-même, j'avais refusé d'être candidat à part entière. J'ai accepté d'être le suppléant. Ça veut dire, mon député, l'honorable Basile, va être candidat gouverneur bientôt. C'est en principe moi qui dois le remplacer à l'Assemblée nationale. Mais moi-même, vu le système, vu les enjeux politiques, je ne crois pas qu'à une année, je peux apporter un changement dans cette Assemblée nationale. Donc, c'est-à-dire, on est sorti premier en face des candidats de la majorité qui avaient des millions de dollars, vous le savez, pour faire la campagne. Mais nous, on a fait une campagne tout simplement avec un discours, simple discours. Et on a réussi, on est sorti premier avec 120 000 voix qu'on a reçues, à part les voix qui ont été rejetées. Ça veut dire que j'ai battu la campagne et on a réussi. Et je pense maintenant qu'avec les enjeux spirituels, il n'est pas question de dire que pourquoi nous voulons briquer la magistrature suprême.
quand Dieu veut faire quelque chose dans le pays, il ne voit pas que ça c'est trop fort, ça c'est trop haut. C'est au peuple de trancher. Si le peuple pense qu'il peut continuer avec ses acteurs politiques, avec cette classe politique, c'est au peuple de tirer des leçons et de pouvoir en tirer des conséquences. Mais si le peuple pense comme nous autres qui pensons que le Congo a des richesses parce que Dieu a des intérêts au Congo, le Congo doit être défini, le peuple congolais doit être défini et comme un peuple qui a des valeurs, ça va être bon. Mais le monde aujourd'hui pense qu'il n'y a que des richesses du Congo qui sont importantes, qu'est le peuple lui-même. Monsieur Kanida, une question. Si vous étiez élu président de la République 2016, vous allez commencer par où? Quelles sont les 5 mesures que vous allez prendre, présidentielles que vous allez prendre? Merci beaucoup. Je pense très bien que le Congo a un grand travail. Il y a le traitement d'hommes congolais. Quand je dis homme congolais, je vois politique, je vois s'il faut appeler la classe spirituelle. Il faut imposer de l'éthique et déontologie politique, éthique et déontologie spirituelle, sociale et socioculturelle, pourvu que l'homme qui va gérer prochainement ce pays-là soit d'abord éduqué. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième chose est que nous devons nous attaquer à ce qui concerne apprendre le Congolais, à prendre au sérieux le travail, parce que vraiment, il y a plus du travail dans ce pays-là à faire. Mais par où commencer? J'ai tout un livre, et dans ce livre, j'ai écrit sur un autre grand Congo, qui va être au service du monde. Parce que le Congo a une vocation de servir le monde, mais dans l'ordre. Nous devons remettre de l'ordre, restaurer l'autorité de l'État. Nous devons en même temps aussi créer des emplois dans la première étape de notre travail que nous pouvons faire au Congo. Et améliorer les conditions de vie, c'est-à-dire le social, parce que la finalité d'une bonne politique doit être le bien-être de la population. Si une politique, peu importe les projets, peu importe ce qu'ils ont fait, n'a pas donné de meilleures conditions de vie aux populations, ce n'est pas une bonne politique.